Bon, on va commencer si vous le voulez bien. Bonjour à ce deuxième webinaire organisé par DSIH dans le cadre des Jeudis du numérique. Ce webinaire porte aujourd'hui sur la digitalisation du parcours patient. On va voir que sous ce terme, on peut avoir beaucoup de choses tout à fait différentes, mais complètement cohérente dans le cadre du parcours du patient à l'hôpital et en dehors de l'hôpital. Nous avons pour cela 3 experts reconnus dans le domaine. Le premier à intervenir sera Olivier Bousséquet. Olivier Bousséquet est consultant, il travaille pour DSIH Conseil, il a sa boîte OPB Consulting. Olivier a été pendant des années le DSIO de la Fondation Hôpital Saint-Joseph à Paris et il a mené à l'époque où il était en fonction une grande opération de digitalisation auquel d'ailleurs ont participé nos 2 autres experts, Yves Bourreau et Emmanuel Michaud. Yves et Emmanuel sont respectivement directeurs, alors que je ne me trompe pas, du marché santé et directeur de l'offre santé chez Tessie. Et vous êtes maintenant très nombreux, là, on est déjà à 87 participants à l'heure, donc bravo et merci de vous être connectés. Je salue tout particulièrement un participant, si vous me le permettez, c'est Lannes Guichot, parce que Lannes est avec Xavier, moi-même et Xavier Lebranchu à l'origine de cette formule de webinaire. Donc, on lui doit cette manifestation d'aujourd'hui. Et je vais tout de suite passer la parole à Olivier pour nous faire part de son expérience à Saint-Joseph. Vous verrez que la discussion sera interactive entre nos différents experts et puis vous avez la possibilité via le chat de poser un certain nombre de questions auxquelles on essaiera de répondre soit dans le cadre du séminaire à la fin, soit ensuite en différé avec l'équipe de Tessie et Olivier. Olivier, c'est à toi. Ok. Alors, bonjour à tous. Je vais tenter de vous présenter un projet qui a été mené il y a quelques années au groupe hospitalier Paris Saint-Joseph. Je vais essayer de le faire rapidement, mais c'est pas simple parce que le projet était relativement important. Alors, pour commencer juste, donc j'ai été DSI du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph pendant plusieurs années et j'ai fondé la société OPB Consulting il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, avec un objectif principal qui est de partager justement cette expérience et cette expertise sur la transformation numérique des hôpitaux avec d'autres établissements hospitaliers et pour pouvoir bénéficier du numérique, comme le numérique peut apporter beaucoup de choses, il est intéressant que tout le monde puisse en profiter. Donc, je ne vais pas beaucoup plus loin là-dessus. Juste pour vous présenter le projet qui a été nommé Zéro Papier au sein du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph. C'est un projet qui a été mené entre 2014 et 2015. Donc, il y a déjà quelques années. Et aujourd'hui, tout fonctionne encore très bien et continue à fonctionner comme ça a été conçu dès le départ et avec des résultats qui sont toujours aussi satisfaisants aujourd'hui. Alors, le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un établissement ESPIC parisien situé dans le 14e arrondissement, de 650 lits et places à l'époque, puisque maintenant Saint-Joseph a fusionné avec l'hôpital Marine-Lannelongue, donc ça en fait 850 au total. Une activité qui est essentiellement une activité de médecine chirurgie obstétrique, donc que du court séjour, pas de soins de suite, pas de long séjour, pas de psychiatrie et pas de pédiatrie non plus. Voilà. Mais sinon, c'est un établissement qui couvre une très grande catégorie de spécialités. Alors, en 2014, le groupe hospitalier a fait un constat. On avait une informatisation qui était relativement bien avancée et reconnue d'ailleurs, puisqu'on avait été certifié niveau 6 sur l'échelle MRAM de IMSS, un des 5 établissements hospitaliers français à avoir cette reconnaissance. Malgré tout, on a rencontré pas mal de difficultés sur la dualité entre le papier et le numérique. Encore beaucoup de papier qui circule, l'information qui tantôt est sur les deux supports, tantôt uniquement papier ou uniquement numérique, donc avec des difficultés pour avoir la certitude d'avoir l'intégralité du dossier et l'intégralité des informations.
On s'est aussi rendu compte que la prise en charge des patients se fait essentiellement à base d'informations, et que ces informations, si elles ne sont pas là, elles ne permettent pas de soigner correctement les patients, et que ces informations, elles sont produites par beaucoup de gens, par le patient, par les médecins, par les soignants, par le personnel administratif, par beaucoup d'activités. Et globalement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas soigner correctement sans avoir cette information disponible à toute personne qui en a le droit, bien sûr, en temps réel et partout dans l'établissement, ce que le papier ne permet pas. Et donc, on a pris la décision d'accélérer la transformation numérique de l'hôpital. Et donc, ça, c'était en 2014, en mai 2014. Alors, ça a donné naissance à un projet assez ambitieux. Qui n'était pas un projet informatique, et ça c'est quelque chose de très important, c'était vraiment un projet d'établissement, un projet qui touchait absolument toutes les organisations et tout le personnel de l'hôpital, pour vraiment transformer en profondeur l'hôpital en un hôpital zéro papier, et tout a été centré de manière assez systématique sur le patient, c'est-à-dire que l'intérêt majeur, principal à obtenir, l'objectif c'est de mieux soigner le patient et de le laisser au centre de l'ensemble du système. Donc voilà le projet tel qu'il a été défini initialement. Alors après, il se décompose en énormément de sous-projets ou de sous-tâches ou d'actions. Donc on a eu plusieurs axes de travail, je vous donne les principaux. Le premier, ça a été d'arrêter de produire du papier, parce qu'en effet, l'hôpital produit beaucoup de papier, des comptes rendus, des documents, des résultats, tout. Il y a énormément de papier qui est produit. Donc on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour éviter de produire le papier, de ne produire que du numérique. On a voulu supprimer aussi tous les délais et les intermédiaires, les recopies, les frappes de courrier, par exemple, qui amènent un délai mécaniquement entre le moment où le médecin produit son information, le compte-rendu ou le courrier, et le moment où cette information est disponible à ceux qui vont la consommer. Et donc, quand on est sur de la reconnaissance vocale, on peut avoir quelque chose qui est en temps réel et immédiat. Et donc, on a supprimé complètement toute la partie dictée, frappe de compte-rendu avec tous les délais qui vont avec. Le partage immédiat de données, à partir du moment où l'information elle est nativement numérique, elle est beaucoup plus facile à transférer de manière automatique. Donc on a mis en place en juillet 2014 les premiers accès vers la messagerie sécurisée de santé pour les envois de courrier. Et pour tous les médecins qui n'avaient pas d'adresse de messagerie sécurisée, qu'elle soit MS Santé ou AppyCrypt, l'impression des courriers a été externalisée auprès de l'imprimerie nationale qui se chargeait d'imprimer, d'éditer, de mettre sous pli et d'envoyer les courriers. La numérisation des dossiers, parce qu'il y a beaucoup d'informations à l'hôpital qui existent dans les dossiers historiques, dans les dossiers d'archives. Donc, en fait, on a mis en place un process de numérisation de l'ensemble des données d'archives, que ce soit les données administratives ou les données médicales. Donc ça, c'était un très gros projet de transformation de papier en numérique. Pardon, Olivier. Yves, on est là avec la numérisation des dossiers dans le métier historique de Tessie. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ajouterais même que, puisque j'ai eu le plaisir de participer à ce projet, au-delà de la numérisation, on a aussi mis en place une solution d'archivage. Et on verra tout à l'heure que quand on numérise des dossiers papier, si on veut pouvoir les détruire après, la mise en place d'une solution d'archivage et en particulier d'archivage à vocation probatoire est vraiment essentielle. Et c'est ce qu'a fait Olivier dans le cadre de son projet. Merci. D'autres axes de travail de ce projet, la suppression de tous les documents intermédiaires, donc tout ce qui est bon de laboratoire, bon d'imagerie et demande d'examen a été transformé au format numérique. Bien sûr, un axe de travail sur l'évolution des métiers, puisqu'à partir du moment où on numérise des archives pour les transformer en numérique, en données numériques, le métier des archivistes évolue mécaniquement. À partir du moment où on remplace la dictée numérique avec la frappe des courriers par de la reconnaissance vocale, on impacte aussi le métier des secrétaires. Donc il y a eu tout un axe de travail RH avec les professionnels pour anticiper et accompagner les évolutions de métiers et recentrer l'ensemble des personnes sur leur cœur de métier ou sur les activités à forte valeur ajoutée. On a bien sûr essayé d'impliquer aussi les patients autant que possible. Alors à l'époque, on a été dans les premiers à mettre en place les rendez-vous en ligne avec Doctolib en 2015, histoire de laisser le patient prendre son rendez-vous tout seul, puisqu'il est quand même celui qui est le plus au courant de son planning et de ses besoins.
Tous ces projets-là, tous ces éléments-là ont aussi été faits avec un état d'esprit de préparer l'avenir. À l'époque, on n'avait pas encore mis en place ces choses-là, mais maintenant c'est le cas. Des bornes d'accueil pour les patients à l'entrée de l'hôpital, des portails qui permettent aux patients de saisir leurs informations depuis leur domicile sans forcément passer par un support papier. Et l'un des exemples, au-delà des données administratives, mais l'un des exemples un peu phares de ce qui peut paraître complètement incohérent aujourd'hui avec le papier, c'est quand on a une consultation d'anesthésie et on a le patient qui remplit un joli formulaire papier, et ce joli formulaire papier, il est ensuite retranscrit numériquement dans le DPI par l'anesthésiste, alors qu'en fait, ça pourrait déjà être saisi au format numérique directement par le patient, avec une validation de l'anesthésiste, bien sûr, avant d'intégrer et d'enregistrer les données définitivement dans le dossier. Mais donc, c'est typiquement le genre de projet qui permet d'ouvrir à des nouveaux usages comme celui-là. Dans le dernier point sur les nouveaux projets, tu avais quelques années d'avance sur le domaine 7 d'Open. C'est un peu ça. En fait, on était parti dans cet esprit, comme tout le projet était centré autour du patient et de la donnée en temps réel, tout ce qui tourne, tout ce qui est dans les domaines open, va dans ce sens de partage, d'accessibilité à l'information. Et c'est vrai que à partir du moment où on commence à numériser, on peut ouvrir les portes à des sujets comme cela, d'impliquer le patient un peu plus, d'impliquer les médecins de ville un peu plus dans le processus hospitalier. Merci. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans la deuxième partie. Alors, ce projet-là, une fois qu'on l'a défini, qu'on a vu un peu ce que ça donnait, bien évidemment, comme partout et tout le temps, on est tombé sur énormément de problèmes. Alors, l'une des caractéristiques de ce projet, c'est qu'on a essayé de concentrer toute notre énergie à la résolution de ces problèmes et non pas à trouver des moyens de ne pas les affronter. Donc, on a affronté tous les problèmes les uns après les autres. Alors, je vous en donne juste quelques-uns parce qu'il y en a eu énormément, bien sûr, sur un projet comme celui-là. On s'est posé la question des outils nécessaires pour numériser, donc les outils que ce soit les serveurs, les logiciels, le matériel, quel scanner utiliser, avec quelle résolution de numérisation, est-ce qu'on fait de la reconnaissance de caractères sur les documents ou pas, et si oui, avec quelle méthode, avec quelle organisation, quel jet on utilise, est-ce qu'on utilise un système d'archivage qui nous permettra dans un second temps de détruire le papier, et ça a été une question fondamentale dès le début, puisque le numériser pour numériser était pas forcément une option. L'idée, c'était quand même d'éviter que le papier ne recircule, donc il fallait vraiment qu'on puisse le détruire à terme. Donc ça a été des sujets sur lesquels on a forcément dû être accompagné, puisque c'est des sujets qu'on connaissait pas forcément en interne. Ensuite, quelles ressources on utilise de quelles ressources on a besoin pour numériser? Une salle dédiée, ça a été le cas. À Saint-Joseph, on a décidé de bloquer la salle du conseil d'administration, simplement parce que c'était la plus grande. Et donc, on l'a bloquée pendant plus de 3 mois. Donc, le conseil d'administration s'est réuni dans une plus petite salle. Mais voilà, on a donné la priorité à cette numérisation-là. Une équipe dédiée. Donc, on a décidé d'embaucher du monde en CDD pour numériser l'ensemble des archives. Et on avait aussi besoin de temps pour anticiper tout ça, puisque on était parti sur un principe de numériser à l'avance les documents des patients, les dossiers des patients, de la file active. C'est-à-dire que l'idée était de pas forcément de numériser depuis le patient, depuis la lettre A jusqu'à la lettre Z, mais plutôt de se dire tous les patients qui viendront à l'hôpital, que ce soit en consultation ou en hospitalisation, à partir d'une certaine date, tous ces patients-là doivent avoir leur dossier numérisé. Donc on a pris 2 mois d'avance au départ. Et ensuite, l'idée, c'était d'anticiper toutes les venues des patients avec au moins 2 semaines d'avance, histoire d'être certain qu'on ait encore la capacité à numériser en urgence un dossier d'un patient qui arriverait non prévu au service des urgences, par exemple. Quel processus utiliser pour numériser? Est-ce que donc la numérisation de la file active, c'est ce dont je viens de parler, cette décision de numériser les patients qui vont venir et pas forcément ceux qui probablement ne reviendront jamais. Une grande question qu'on s'est posée, c'est comment numériser un dossier patient à Saint-Joseph. Globalement, en moyenne, un dossier patient, c'est 125 pages, à peu près. Bien sûr, on a des dossiers qui font 4-5 pages et on en a d'autres qui font 1000-1500 pages.
numériser ça, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait un dossier égale un fichier PDF? Et là, ça veut dire qu'on arriverait potentiellement à des fichiers PDF de 1500 pages, ce qui est juste inutilisable au quotidien après coup. Numériser les documents un à un, à savoir un document égale un fichier PDF, donc un compte-rendu d'hospitalisation égale un fichier, un autre compte-rendu égale un autre fichier. Et là, on s'est posé des questions sur la pertinence et la compétence qu'il fallait pour être en capacité de faire ça, au-delà du temps, qui du coup est énorme à numériser les documents de cette manière-là. Mais avec 3 pages de résultats de laboratoire, qui a la compétence de dire que ce sont 3 résultats différents, ou un résultat de 3 pages, ou un résultat de 2 pages et un autre d'1 page. Ça a été une vraie question qui s'est posée de façon globale. Et on a pris la décision de ne pas numériser un document égal un PDF, ni un dossier égal un PDF, mais une catégorie de documents, puisqu'on avait des dossiers patients qui étaient assez bien structurés, avec des onglets, un onglet compte-rendu, un onglet résultat, un onglet observation. Et donc, on a pris la décision de faire l'ensemble des documents qui est dans l'onglet compte-rendu d'hospitalisation égale un fichier PDF qui s'appelle compte-rendu d'hospitalisation archive. Voilà, ça a été la décision qu'on a prise, qui était une décision basée sur l'analyse bénéfice-risque de toutes les options possibles pour numériser les archives. On a bien sûr fait extrêmement attention à ne pas altérer le contenu des dossiers. Là, je pense que Yves en reparlera après sur la conservation de la valeur probatoire du dossier, qui n'est pas uniquement une histoire d'outils, mais aussi une histoire de processus. Et donc ça a été un élément extrêmement important, de ne pas altérer le contenu du dossier lors de la phase de numérisation. Et on s'est posé aussi la question de savoir qui numérisait et comment. Est-ce que c'était une équipe interne ou une équipe de prestataires? Est-ce qu'on donnait les clés à une société comme Tessie pour faire ce genre d'activité-là? Est-ce qu'on fait ça sur site ou de manière externalisée? Et puis toute la réglementation qui est indispensable de connaître. Alors de connaître, pas forcément d'en être un expert, mais de savoir ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Moi, personnellement, j'ai découvert à ce moment-là la norme NF 42013 et la 026 aussi d'ailleurs, qui est pas si compliqué que ça à comprendre, mais malgré tout, ça s'invente pas. Voilà. Il faut de l'aide pour pouvoir s'en sortir avec ça, mais on a réussi à le faire. Très rapidement, d'autres solutions, d'autres problématiques. La numérisation du flux, on continue à avoir des patients qui arrivent avec des documents papier sous le bras, on continue à avoir des établissements extérieurs qui nous envoient du papier. Comment on numérise ça? À quel endroit? On a pris la décision de mettre des scanners un peu partout, dans les secrétariats, dans les box de consultation, au niveau des admissions, avec un seul et même objectif, c'est qu'à partir du moment où un document papier arrive dans l'établissement, il est numérisé immédiatement pour ne pas circuler. Et que surtout, on ne remette pas en place une pochette qui contient des documents et qui circulent au sein de l'hôpital, alors qu'en fait, on les avait bannis et enlevés complètement. Juste un exemple sur ce qu'on a dû faire, par exemple, en anesthésie péropératoire. À l'époque, on n'avait pas de dossier numérisé sur la partie anesthésie péropératoire. Donc, on avait l'ensemble des documents papier produits au bloc opératoire ont été numérisés avant la sortie du bloc, pour éviter un maximum de devoir remettre ça dans un dossier papier qui aurait circulé et qu'on aurait scanné plus tard, etc. Donc on a mis les moyens qu'il fallait pour surtout éviter que les papiers continuent à circuler ou à ne pas être numérisés le plus tôt possible dans le process. Les bons d'examen, donc on a informatisé toutes les prescriptions connectées possibles, biologie, imagerie, examen. Les délais de production d'informations, on les a réduits de façon drastique avec la reconnaissance vocale en la mettant à disposition de tous les professionnels, pas que les médecins. On a aussi des diététiciennes, des infirmières qui ont l'accès à la reconnaissance vocale, tous ceux qui ont besoin de produire du texte sans perdre de temps sur le clavier ou avec un intermédiaire qui retape tout ça. Donc on a mis à disposition l'ensemble des licences qu'il fallait. L'envoi automatisé vers l'AMS Santé, j'en ai parlé tout à l'heure avec la Prémé nationale pour faire le relais. Donc les secrétaires n'impriment plus, ne mettent plus sous pli. Tout est complètement automatisé. Un médecin, une fois qu'il a fini son compte rendu, il le valide et il n'y a plus rien à faire, tout part directement. Les résultats, donc on avait un certain nombre d'éléments assez compliqués sur les résultats d'examen complémentaires. Je vous donne un exemple sur les ECG.
On avait les ECG qui sont des machines qui sortent un joli bout de papier, et puis le bout de papier, nous, on n'avait plus de support pour le stocker. Donc on demandait au médecin de prendre ce bout de papier et de le mettre dans un scanner qui était juste à côté. Donc clairement, c'est vraiment pas pertinent d'avoir une imprimante qui sort un papier, qu'on numérise de suite et on jette le papier tout de suite après, ça n'a juste pas de sens. Donc en fait, on a trouvé une solution qui était d'utiliser une imprimante virtuelle d'ICOM qui transforme le flux d'impression en flux d'ICOM qui est intégré directement dans le dossier. Et on a mis en place des scanners individuels un peu partout dans l'hôpital. Très rapidement, les résultats. Donc ça, ce sont les résultats à septembre 2017. On avait numérisé plus de 10 millions de pages qui ont été détruites depuis. On a obtenu l'autorisation des archives départementales pour détruire les documents papier qui avaient été numérisés, et une autorisation d'ailleurs permanente, puisqu'on a une autorisation de détruire 2 fois par an. Donc, tous les 6 mois, on peut détruire tous les documents qui ont été numérisés depuis plus de 6 mois. On a décidé d'un commun accord avec les archives départementales de garder malgré tout un sas de stockage du papier qui a été numérisé pendant 6 mois. Un peu ceinture bretelle, voilà, pour se rassurer tous, en sachant qu'on n'a jamais eu besoin de réaccéder au papier depuis le début du projet. On est passé d'un taux d'envoi de compte rendu d'hospitalisation à l'époque, c'était encore des CRH qu'on devait produire, on est passé à 70% de compte rendu envoyé à J0, donc le jour de la sortie du patient, contre 35% auparavant. On est à 80% de compte rendu, de courrier de consultation envoyé à J0 également, et la reconnaissance vocale qui aujourd'hui doit être à 2 ou 3 fois ce volume-là. Mais voilà, un très grand nombre d'heures de reconnaissance vocale avec une qualité relativement bonne et acceptée par tous. Voilà sur ce que je peux vous dire très rapidement d'un si gros projet. Merci Olivier. Alors, j'ai des questions techniques sur le chat qui seront traitées tout à l'heure, notamment autour de la valeur probatoire des solutions d'archivage et puis la signature électronique, mais on va les traiter. Moi, j'avais une question sur la conduite du changement de tout ça, parce qu'on voit bien que c'est un énorme projet qui va mobiliser et toucher toutes les sphères de l'hôpital, depuis la direction jusqu'aux archivistes, les secrétariats. Et on me pose une autre question, quelle est la solution logicielle du DPI à Saint-Joseph? Ça, tu pourras y répondre facilement. Mais sur la partie conduite du changement, moi, j'aimerais bien avoir ton sentiment et puis également celui d'Yves et d'Emmanuel. Oui, alors très rapidement, le DPI c'est DXCare à Saint-Joseph, alors je dirais que ce qu'on a fait avec DXCare, on pourrait le faire avec d'autres, mais typiquement on a accompagné beaucoup d'utilisateurs et beaucoup de services pour adapter les formulaires de saisie d'informations à leurs besoins, à la fois à leurs besoins à tous les moments du parcours, donc que ce soit en consultation, en hospitalisation, en visite, en staff, en RCP et autres, et surtout organisé de telle manière que les comptes rendus ou les courriers sont produits d'un simple clic. Alors sur l'accompagnement au changement, en effet, c'est essentiel. Et alors, comment on a fait ça? Un peu comme tout le monde. On n'a pas révolutionné grand-chose, à part le fait qu'on ait mis beaucoup de monde autour de la table. C'est-à-dire que on a toutes les décisions qui ont été prises, toutes les solutions qui ont été proposées, ont été discutées avec l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire qu'on avait un groupe projet qui était composé de mémoire de entre 20 et 25 personnes. Qui était composé de médecins, de secrétaires, d'archivistes, de responsables des ressources humaines, de responsables de communication, d'informaticiens bien sûr, de tous les corps de métier impliqués de près ou de loin dans ce projet-là, pour que tout le monde puisse donner son avis. On a eu des idées absolument extraordinaires de la part de secrétaires ou d'archivistes sur ces sujets-là, alors qu'on aurait pu croire qu'ils allaient être assez réticents, puisque c'était quand même les 2 métiers qui allaient être les plus impactés presque par ce projet-là. Quoique, au final, les médecins ont été énormément impactés aussi, parce que ça a changé complètement leur façon de fonctionner. Mais globalement, on a co-construit l'ensemble des organisations et des processus avec l'ensemble des participants. On avait aussi une chance, entre guillemets, très très importante. C'est le support total de la direction générale et de la CME de l'hôpital pour mener à bien ce projet. Qui était encore une fois, je le répète, pas un projet informatique, même s'il y a une dimension informatique très forte, mais c'était un vrai projet d'établissement, avec un objectif centré sur le patient,
sur l'intérêt pour le patient dans sa prise en charge à tous les niveaux. Le fait de donner du sens au projet et a permis à tout le monde de se projeter en disant si je le fais, même si ça m'impacte un peu, même si ça change ma façon de fonctionner, c'est pour un bien commun, c'est pour la chose pour laquelle tout le monde travaille à l'hôpital, à savoir soigner le patient. Je voudrais renforcer, donc c'est Emmanuel Michaud, je voudrais renforcer ce que vient de dire Olivier, c'est qu'effectivement, je pense que ce qui a très très bien marché dans ce projet, c'est d'abord le courage des acteurs, entre autres la direction, le consultant, la DSI, etc., et les fournisseurs, qui ont réellement fait bouger les lignes jusqu'au bout, c'est-à-dire effectivement de ne pas rematérialiser les documents parce que voilà, c'est plus facile, etc., et vraiment aller chercher des solutions au bout. La deuxième chose, c'est la façon dont cette équipe a travaillé et effectivement avec une grande, vraiment une collaboration étroite qui s'est opérée tout au long du projet entre les différents, entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, la direction, les médecins qui ont été impliqués, etc. Je pense que ça, c'est vraiment une des grandes réussites de ce projet. Si je peux juste rajouter, en effet, je suis complètement d'accord avec toi, Emmanuel, sur le sujet. Deux exemples sur le fait d'assumer les choix. À partir du moment où on a choisi de mettre de la reconnaissance vocale, on a supprimé les systèmes de dictée numérique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'histoire d'avoir le choix et puis si ça marche pas bien ou si j'ai pas envie, je reste avec le système historique. Non, un médecin ou un service qui passait en reconnaissance vocale, on supprimait complètement le système d'enregistrement des fichiers son. Sur les dossiers numérisés, une fois qu'un dossier papier était numérisé, il ne sortait plus des archives, il était désindexé pour les professionnels, or pour les archivistes qui eux savaient toujours où il était, mais il était désindexé et il était scotché. C'est-à-dire qu'il y avait du scotch qui fermait le dossier, qui le scellait presque, avec donc interdiction absolue d'aller rechercher un document papier qui est dedans, puisque de toute manière c'était numérisé, et surtout interdiction absolue de rajouter des papiers dedans. Parce que là, du coup, on aurait altéré l'intégrité complète du dossier numérique. Et ça fait partie des décisions assez fortes. Je crois que vraiment deux facteurs de réussite de ce projet, ça a été à la fois une très grande volonté et un très grand volontarisme de la direction de l'hôpital, associé à un très grand pragmatisme d'Olivier dans la mise en œuvre, afin que la solution soit la plus satisfaisante aux médecins. C'est-à-dire, on va mettre ce projet, on y va, et ça, la direction appuie très fort pour qu'on y aille, et à côté, une équipe projet qui, elle, essaye de mettre en place une solution qui soit la plus satisfaisante pour le corps médical, qui va être l'utilisateur final finalement, et en les intégrant dans le projet, ce qui est essentiel aussi. Ok, j'ai des questions qui arrivent sur la signature électronique, mais on aura l'occasion d'en reparler. J'ai deux questions qui appellent une réponse très simple. Est-ce que chaque médecin a une imprimante dans son box de consultation et est-ce que les patients qui repartent de consultation ont une ordonnance au format papier ou un message électronique? Alors oui et oui, ça c'est la version très très courte, mais oui, la première chose qu'on a faite dans ce projet de numérisation, c'est de mettre des imprimantes dans tous les box de consultation, justement pour que lorsque le patient sort de sa consultation, la consultation soit totalement terminée, que le courrier soit réalisé. Le courrier, il est imprimé et mis dans la main du patient qui ressort de l'hôpital avec son dossier et son document à la main. Et en parallèle de ça, la version électronique a été envoyée à son médecin traitant. Merci. Emmanuel, c'est à toi maintenant. Oui, donc on démarre par une petite présentation de Tessie qui a ça d'intéressant, c'est que l'évolution de Tessie depuis 40 ans reflète bien finalement l'histoire de la dématérialisation et de la transformation digitale des organisations. Donc c'est depuis 40 ans, on traite, il y a 40 ans, on avait des opérateurs de saisie qui saisissaient des données, par exemple de chèques ou de dossiers d'assurance santé. Au fur et à mesure du temps, comme je le réexpliquerai tout à l'heure, on a fait évoluer nos métiers pour aujourd'hui être un groupe encore 100% français,
qui intervient donc sur la transformation digitale des organisations, alors à la fois avec des prestations de services et à la fois avec des outils, des solutions informatiques. Voilà, donc on se définit aujourd'hui comme un acteur du business process service. Voilà. Notre évolution sur nos prestations un peu récent depuis 5-6 ans, hein, comme beaucoup dans ce domaine, c'est une verticalisation de nos offres. On est des spécialistes du traitement documentaire, du traitement de la donnée, et on s'aperçoit dans l'évolution technologique que si on ne colle pas au métier de nos clients, quand on ne colle pas sur un dossier de crédit avec un banquier, un dossier d'assurance avec avec une mutuelle ou un dossier de préadmission avec un établissement, effectivement, nos solutions très transverses finalement à l'ensemble de ces métiers-là ne répondent pas complètement aux attentes des clients. Donc notre évolution, c'est vraiment une verticalisation de nos offres, et ça n'a pas manqué dans la santé déjà depuis assez longtemps. On est un acteur, on intervient pour de la santé sociale, hein, beaucoup, la CNAM, etc. L'assurance santé pour des mutuelles, sur bien sûr des dossiers d'assurance et des traitements de dossiers d'assurés, pour le monde de la pharmacie, et effectivement depuis quelque temps déjà aussi sur les établissements de soins pour lesquels on fournit des offres en partie métier. On n'est pas des spécialistes médicaux, on n'a pas d'application médicale en tant que telle. Par contre, effectivement, on offre des fonctions de type support à l'ensemble de ces établissements. Ces fonctions pour le domaine de la santé, on touche 3 grands domaines. C'est le domaine des flux RH et finances, l'administration, comme hein, la chose non visible finalement des patients, sauf quand ils reçoivent une facture. Tout ce qui touche aux documents et aux données avec des solutions de jet, de dématérialisation et de courrier multicanal. Et puis des solutions de parcours, des solutions sur la gestion du parcours digital, on le reverra en détail un peu plus tard, sur les solutions par exemple de préadmission et de gestion du droit du patient. Tout ça étant porté par nos 3 grandes fonctionnalités, finalement, nos 3 grandes offres de services que l'on a, c'est-à-dire des centres de services avec des centres de contact, des centres de numérisation et de traitement documentaire, de l'instruction de dossiers de back-office, et effectivement tout ce qui est trait à la conformité, le document de management avec des outils à la fois de capture, de gestion, d'extraction automatique, de gestion de dossiers, hein, ce qu'on appelle le case management, de GED, de SAE, et bien sûr tout ça parce qu'on est dans un environnement extrêmement réglementé, particulièrement dans la santé, mais dans d'autres domaines aussi, tout ça avec des outils de confiance numérique comme la signature et l'archivage à valeur légale. Évidemment, notre spécialité du groupe Coty, c'est effectivement d'agir dans des milieux extrêmement réglementés. C'est le cas de l'assurance, de la banque et bien sûr encore plus de la santé, où effectivement on va chercher les certifications qui nous permettent de démontrer que l'on fonctionne selon les standards de chaque métier que l'on adresse. Par exemple, on est certifié hébergeur de données de santé, on a un certain nombre de certifications sur la gestion documentaire, sur la dématérialisation, etc. Donc, à la fois transverse, hein, donc, et nos certifications métiers. Merci Emmanuel. Yves, tu vas peut-être enfin pouvoir nous apporter un éclairage sur tous ces enjeux techniques et légaux pour lesquels on a tous tendance un peu à se perdre. On a parlé tout à l'heure de SAE, de GED. C'est quoi la différence entre tous ces outils? On a parlé de valeur. Sur le chat, on parle de valeur probante, de valeur probatoire. Est-ce qu'il y a une différence aussi dans les concepts? On compte sur toi pour nous éclairer. Je vais essayer, mais je suis assez d'accord que finalement, beaucoup de monde aborde ces sujets-là, et finalement, assez peu de personnes sont réellement au courant ou compétentes sur le domaine. Donc, on va essayer de réexpliquer ces sujets. Et puis, je vais essayer de répondre à l'essentiel des questions que j'ai pu voir passer
rapidement. D'abord, il faut qu'on fasse le constat. Le constat dans les hôpitaux, c'est qu'on a un accroissement des données, de l'accumulation des données. Alors aujourd'hui papier, mais demain on aura finalement la même problématique au niveau digital, si on ne fait rien bien sûr. Donc un accroissement des données, j'en veux pour preuve certains CHU que je ne citerai pas, qui ont des entrepôts gigantesques avec des palettes de dossiers papier qui sont plastifiés, donc totalement non consultables et bien sûr pas indexés. Et dont on espère que peut-être un jour il y aura une inondation ou un incendie qui résoudra le problème. On doit pouvoir mettre en place des solutions un tout petit peu plus maîtrisées que ça. Gérer aussi le côté hybride de l'information, puisque finalement aujourd'hui, si un médecin veut avoir une vision exhaustive de son patient, il doit avoir dans un bras le dossier papier, dans l'autre bras l'ordinateur, et il ne reste pas beaucoup de bras pour le patient lui-même. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire converger l'ensemble de ces sources de données afin que le médecin puisse avoir au moins un bras disponible pour son patient. Le point d'après, ça va être finalement la réorganisation du système de soins avec deux leviers. Un premier levier qui va être l'organisation en GHT, qui fait que de nouveaux besoins de partage d'informations entre établissements, entre professionnels de santé est apparu au cours des 4-5 dernières années, mais aussi le développement de la relation ville-hôpital qui est essentiel. Et il va de soi qu'un dossier papier, voire pire, un dossier de spécialité qui est dans le service, à partager entre hôpital, voire à partager avec un médecin généraliste, c'est franchement plus compliqué. Donc pareil, on doit pouvoir apporter des solutions à ça. Bon, la dimension digitale, moi je rêve du jour où un médecin pourra faire ses visites dans son service avec juste une tablette, une ligne de vie pour consulter très facilement les différents événements, séjours du patient dans l'hôpital et les informations essentielles ou les derniers documents qui ont été produits. Et puis le dernier point qui est pas négligeable, qui a été trop souvent négligé par les établissements, c'est la dimension juridique. N'oublions pas que par défaut, on va dire, hors signature électronique, archivage, et on va en parler, un document produit dans un des pays n'a strictement aucune valeur. Et ça, c'est essentiel aussi. Les établissements ont des obligations relatives à la conservation de ces dossiers, à la maîtrise de leur destruction et à la possibilité de partager, qui sont des éléments principalement juridiques et pour lesquels aujourd'hui, trop d'établissements ne sont absolument pas dans les clous. Alors justement, on va revenir sur un peu de sémantique. C'est important aussi, parce que utiliser des mots, c'est bien, mais si on pouvait partager le sens de ces mots, ce serait encore mieux. Vous allez entendre trois termes un peu compliqués qui sont la GED. C'était dans un des slides d'Olivier tout à l'heure. Un SAE, autrement dit un système d'archivage électronique, et un coffre-fort, autrement dit un coffre-fort que vous pouvez entendre d'ailleurs sous la forme coffre-fort numérique ou coffre-fort électronique. Il est important que ces trois domaines soient tout à fait clairs dans les esprits. La notion de gestion électronique de documents est finalement ce qui s'en rapproche le plus dans un hôpital, ça va être le DPI. C'est le système d'information qui va produire des documents, qui va permettre à des utilisateurs, en l'occurrence les médecins, les infirmières ou les secrétaires médicales, de rédiger des documents ensemble et de les valider. Tant qu'on n'a pas passé cette étape de validation et finalement de stabilisation du document dans sa forme et dans son fond, on est dans le domaine de la gestion électronique de documents. Un système d'archivage électronique, et je crois qu'il y a une question qui a été posée là-dessus, c'est une solution qui prend en charge des documents qui ont été stabilisés, validés. S'ils doivent être modifiés, on va considérer qu'on est dans une nouvelle version et on peut gérer des versions différentes dans un système d'archivage. Mais surtout, le rôle principal d'un système d'archivage, c'est de gérer les durées de conservation. Et bien sûr, quand on est à l'hôpital, de les gérer de manière dynamique, c'est-à-dire en fonction du dernier passage du patient dans l'établissement, en fonction de la spécialité considérée et même en fonction de l'âge du patient. Parce que si on est sur un patient mineur qui est traité en cancéro, les durées de conservation ne vont pas du tout être les mêmes que si je vais à l'hôpital parce que je me suis cassé une jambe. Et ça, un système d'archivage électronique est conçu
pour recalculer de manière automatique et dynamique les durées de conservation des différents documents, pour arriver à l'issue à un processus maîtrisé de destruction en rapport pour les hôpitaux publics, mais aussi pour les établissements privés, en rapport avec les archives départementales, pour avoir l'autorisation de destruction ou le versement d'une fraction de ces dossiers pour des raisons patrimoniales à ces mêmes archives départementales. Un exemple très simple, on s'est posé la question de la conservation des dossiers des années 80 relative aux premières prises en charge des patients atteints de sida. Ça a une valeur patrimoniale, ça a une valeur historique. On ne va pas le détruire, mais on va les sélectionner de manière assez fine. Le dernier point, c'est le coffre-fort. Alors, le coffre-fort, c'est assez compliqué parce qu'il a été très détourné finalement dans son usage ces dernières années. Un coffre-fort, c'est avant tout un espace personnel. Donc, ça n'a pas vocation à partager de l'information. C'est un espace personnel, souvent chiffré d'ailleurs, pour assurer la confidentialité des informations dans lesquelles, qui sont stockées. Et un coffre-fort n'a pour but que de vous rendre un document dans l'état précis où vous l'avez déposé. C'est tout. Ça n'a pas vocation à gérer les durées de conservation. Ça n'a pas vocation à gérer une vocation probatoire. Même si il a des caractéristiques qui permettraient de le faire, mais ce n'est pas son rôle. Voilà. À partir du moment où on a bien compris ces trois domaines, on va pouvoir avancer. D'accord. Yves, pardon. Si je comprends bien, donc on a besoin des trois dans une solution de dématérialisation des flux et des stocks de données à l'hôpital. On a besoin de la GED pour les données vivantes, on a besoin du SAE pour les données archivées, on a besoin du coffre-fort numérique pour partager avec un patient, c'est ça? Alors, en tout cas, le minimum, c'est la partie GED, donc le DPI, la partie archivage. Finalement, le coffre-fort va être impliqué. C'est optionnel aujourd'hui, mais je pense que le sens de l'histoire, ça va être de le généraliser dans le cadre d'un portail patient où on a un espace documentaire personnalisé et où là, le coffre-fort a du sens puisqu'on est dans un espace personnel à usage du patient et où finalement, on va dispatcher des documents qui sont produits par le DPI vers ces espaces personnalisés afin que le patient puisse à la fois les consulter, peut-être les conserver un peu, mais c'est son espace personnel. Et là, le coffre a du sens. D'accord. Alors, j'ai une question pleine d'espoir. Un SAE permet-il de s'affranchir des autorisations des archives départementales pour supprimer ces documents? La réponse est non. Non. Par contre, un SAE peut permettre de simplifier beaucoup l'obtention de ces autorisations, puisque aujourd'hui, on est capable, avec certaines archives départementales, de mettre en place des interactions. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail des protocoles et de la technique, mais de mettre en place des interactions pour automatiser le plus possible l'obtention de cette autorisation. Et ça va faire gagner du temps au service des archives. D'accord. Alors, pour voir si j'ai bien compris, j'ai une question qui dit que faites-vous de la digitalisation des documents du patient lui-même? Donc, ces documents sont numérisés à travers la GED, donc ils sont inclus dans le DPI et ils finissent ensuite dans le système d'archivage électronique. Alors, oui et non. En fait, c'est la question piège. C'est la question piège. Les documents qu'amène le patient sont le mouton noir du projet d'Olivier, entre guillemets. Parce que lorsqu'un patient vous amène un document, l'original, c'est le document qu'amène le patient. S'il est sous la forme papier, et que vous conservez ce document, vous avez l'obligation de conserver l'original. Donc, dans ce cas-là, soit on conserve l'original et on vient faire grandir la montagne de papier, soit il rentre dans un flux de numérisation à force probante, mais on doit pouvoir éviter ça. La bonne solution, c'est quoi? C'est que le patient vient avec son papier, et c'est ce qu'a fait Olivier. Je parle sous ton contrôle, Olivier, je ne veux pas raconter de bêtises. Le patient amène son papier, on le numérise immédiatement et on lui rend son papier au patient. Parce que comme ça, son original, c'est lui qui le conserve. L'hôpital n'a absolument pas vocation à conserver des originaux du patient. Et par contre, on va conserver une copie du document. Et dans ce cas-là, la législation est beaucoup moins contraignante sur sa conservation et ses conditions de conservation. Tout à fait. Je confirme. C'est bien ce qu'on a fait. Alors, les enjeux au niveau de l'hôpital,
c'est que finalement, et c'est ce qui fait sa complexité, mais c'est ce qui fait aussi son intérêt, c'est pour ça que j'adore ce métier, c'est qu'on a des établissements qui produisent plein de documents, à la fois pour gérer des prises de rendez-vous avec des convocations, par exemple. On va gérer du dossier médical, on va gérer du dossier administratif, on va avoir tout un tas de documents que vont se partager les professionnels de santé entre eux. On peut parler de l'intérêt, par exemple, de conserver un dossier infirmier ou un dossier de radiologie. On a un système d'information hospitalier qui est, on va revenir dessus, qui est quand même assez complexe, avec des verticaux métiers très silotés, qui partagent ou pas de l'information entre eux, et où finalement, il va falloir faire rentrer ces solutions d'archivage ou de coffre-fort de manière homogène, en tout cas intégrée. On bénéficie dans le monde de la santé d'interfaces qui existent depuis maintenant 10 ou 15 ans, normalisées, et ma conviction et notre conviction chez Tessie, c'est qu'il faut qu'on utilise le plus possible ces interfaces normalisées. Et je vais expliquer pourquoi juste après. Et puis bien sûr, les problématiques de conservation. Conservation, gestion de conservation, durée de conservation, vocation probatoire pour les documents qui sont engageants, par exemple les comptes rendus médicaux, s'ils sont numériques par nature. Alors, toute la complexité d'un hôpital, en tout cas, c'est une partie de sa complexité, elle est résumée là. On a un hôpital avec nos verticaux métiers. Aujourd'hui, on a même des GHT qui vont comprendre plusieurs établissements qui ont tous ces verticaux métiers, qui ont une hétérogénéité applicative assez importante. On peut avoir 10 établissements dans un GHT avec presque 10 DPI différents, 10 gammes ou GAP différentes. Et ça, c'est un vrai facteur de complexité. Il faut comprendre l'archivage comme étant un socle transverse qui a la vocation de concentrer, d'unifier, de normaliser l'ensemble des documents qui vont être issus de ces verticaux métiers. Ce qui va être intéressant, c'est que ça va permettre de consolider si jamais le DPI ne le fait pas complètement. Je pense en particulier aux documents issus du PACS qui très souvent ne se retrouvent pas dans le DPI. Comme les comptes rendus des radiologues, qui va permettre d'unifier, concentrer l'ensemble du patrimoine informationnel de l'hôpital, car c'est un patrimoine qui a de la valeur et qu'on doit pouvoir valoriser, mais qui va permettre aussi de faciliter le partage d'informations entre établissements. Aujourd'hui, quand des établissements veulent partager de l'information, c'est une histoire assez compliquée. Soit on est obligé d'homogénéiser tout le système d'information et dans 10 ans, on y est encore, soit on essaye de donner à tous les médecins ou à ceux qui en ont besoin l'accès aux différents DPI des différents établissements et ça devient très, très compliqué. Il faut comprendre que l'archivage est une opportunité à la fois, si le DPI verse ses documents dans ce système d'archivage, de permettre un partage facilité des informations entre les établissements, mais c'est aussi une opportunité d'avoir quelque part une copie des documents importants du patient, pas seulement dans le DPI, mais dans le DPI et dans le système d'archivage. J'ai vu une question tout à l'heure sur le PCA. Un système d'archivage, surtout s'il est externalisé en mode SaaS, donc pas dans l'établissement, peut être un bon moyen d'avoir, en cas de défaillance du DPI, un moyen d'accéder au dossier médical des patients quand même. Dans un mode dégradé, on n'aura pas toutes les informations, mais on aura les informations essentielles. Alors, la question de la valeur probante ou de la vocation probatoire. Il y a encore du sens sur les murs des salles où on a réuni les experts sur le sujet. Et je pense que ça se passerait encore aujourd'hui. Je vais vous donner ma conviction. Et en tout cas, celle que je partage avec mes clients. La vocation probatoire, ce sont des conditions qu'on va mettre en œuvre afin d'espérer obtenir une valeur probante. La valeur probante d'un document étant une décision de justice, autrement dit la décision d'un juge de recevoir une pièce comme preuve. Donc c'est pour ça que j'aime parler de solutions à vocation probatoire dans le but d'obtenir une valeur probante. Maintenant, ça n'engage que moi. Néanmoins, je sais partager cette valeur-là ou cette conviction-là avec plusieurs spécialistes qui ont rédigé les normes, donc je pense que ce n'est pas complètement faux. Maintenant, si on rentre dans le dur, qu'est-ce que ça veut dire mettre en place un système à vocation probatoire? On a différentes normes. On en a une en particulier qui est la Z42013, qui a été plus ou moins convertie très majoritairement
à l'échelle internationale dans l'ISO 14641. Ça, ce sont les normes qui définissent les caractéristiques d'un système à vocation probatoire. Ce système doit permettre la pérennité. La pérennité de l'information, ça veut dire être capable d'ouvrir un document dans 20 ans, dans 30 ans, et qu'il soit toujours lisible. J'engage tous nos téléspectateurs à essayer d'ouvrir un document Windows 3.1. C'était seulement il y a 25 ans. Hein. Aujourd'hui, avec un Word d'aujourd'hui, ça pique les yeux et c'est très, très moche. Ça, c'est la pérennité. On doit être capable de garantir l'intégrité du document, c'est-à-dire de garantir dans le temps que ce document n'a pas été modifié. Garantir aussi sa date de création, son heure de création, celui qui a le propriétaire du document, celui qui l'a produit. Et tout ça dans un système qui doit permettre d'enregistrer des traces, c'est-à-dire tous les événements qui vont avoir lieu sur le document au cours de sa vie. Et ces traces doivent être non modifiables elles-mêmes, non répudiables. Et c'est ça qui fait un système d'archivage à vocation probatoire. À côté de ça, oui. Excuse-moi, je rebondis tout de suite sur ce que tu viens de dire parce qu'on a une question qui parle du droit à l'oubli des patients sur ces données personnelles détenues au sein de l'établissement. Comment c'est traité? Alors, pour le droit à l'oubli, je pense, peut-être qu'Olivier aura les idées plus claires que moi là-dessus. Ce que je peux répondre, mais je ne suis pas sûr que je vais y répondre très très bien, c'est que les professionnels de santé ont l'obligation de conserver les documents. Ils ont une autre obligation qui est de restituer les documents au patient à sa demande. Cette restitution n'entraîne pas une destruction des informations. Au-delà de la durée de conservation légale de ces documents doivent être détruits et donc pas conservés, mais la loi autorise les archives départementales à conserver pour des raisons patrimoniales et historiques ces documents. Il faut avoir en tête que, et je pense que le droit à l'oubli est lié aussi à qui est propriétaire du document. Lorsque un médecin produit un compte-rendu médical, est-ce que c'est le patient qui est propriétaire du compte-rendu médical ou est-ce que c'est le médecin? Et dans ce cas-là, comment s'applique le droit à l'oubli? J'avoue ne pas avoir les idées très claires sur le sujet. Ce que je sais aujourd'hui en tout cas, c'est que ces durées de conservation ne sont pas contournables, que le processus de destruction est très documenté et doit être très maîtrisé et en relation avec les autorités administratives. Olivier, tu as quelque chose à rajouter sur le droit à l'oubli, non? Oui, non, je suis assez d'accord avec toi sur le principe. C'est une question qu'on s'est posée aussi et qu'on se pose de manière relativement régulière. En fait, on est là confronté à deux lois qui sont pas cohérentes quelque part, enfin qui sont en opposition l'une avec l'autre. Mais en fait, la conservation des preuves et de l'intégralité du dossier par un établissement de santé, de ce que j'en ai entendu jusque-là, est supérieur au droit à l'oubli. C'est-à-dire que, sauf à ce qu'il y ait une décision de justice, mais sinon, a priori, l'établissement se doit de conserver les informations, bien sûr dans le secret qui va bien, hein, là-dessus, il y a aucun débat. Et par contre, il se doit de conserver l'intégralité des informations, non seulement pour assurer le suivi de la prise en charge, mais aussi en cas de conflit quelconque, pour prouver qu'il a bien pris en charge le patient comme il se devait. Donc, pour moi, le droit à l'oubli s'applique bien sûr à des tonnes d'informations, mais pas au contenu du dossier médical. Au-delà, je peux compléter si vous voulez, au-delà du droit à l'oubli, en fait, le consentement du patient n'est pas nécessaire pour qu'un professionnel de santé recueille des données de santé sur un patient. Donc, il est acquis de fait par le Code de la santé publique, contrairement au RGPD. Donc, c'est la seule bulle effectivement de non-conformité entre les deux réglementations. À partir du moment où effectivement cette information de santé, elle reste dans l'équipe de soins, avec toute la difficulté de définir ce que c'est qu'une équipe de soins. Et bon, là, les choses avancent au fur et à mesure, mais l'exercice des droits RGPD dans le cadre de données de santé ne s'exerce pas de la même façon que dans le e-commerce. Voilà. Alors par contre, juste pour compléter le sujet, et Yves en a parlé tout à l'heure, jusqu'ici on avait une réglementation qui obligeait les établissements à conserver les dossiers pendant au moins 20 ans, donc ça reste vrai, mais le RGPD dit que si on n'a plus d'obligation à le conserver, on doit supprimer, c'est-à-dire que maintenant c'est plus au moins 20 ans, c'est 20 ans exactement.
En toute logique, si on veut respecter le RGPD, au bout de 20 ans et un jour, pour les dossiers qu'on doit conserver pendant 20 ans, l'établissement n'a plus aucune raison de le conserver. Et donc, s'il n'a plus aucune raison de le conserver, il devrait le supprimer. Yves, on va avancer parce que le temps passe, on a déjà pris un peu de retard. J'ai pris du retard, effectivement. Je vous présente mes excuses. Alors, on va parler de numérisation assez rapidement. Comme vous aurez accès, bien sûr, aux slides, vous pourrez les consulter. Un projet de numérisation, c'est avant tout un projet organisationnel et un projet méthodologique. Olivier l'a dit un peu tout à l'heure. Il faut se poser la question de est-ce que je vais numériser chez moi? Est-ce que je vais externaliser? Est-ce que je vais numériser tout mon stock d'un seul coup ou une partie de mon stock d'un seul coup? Ou est-ce que je vais faire de la numérisation au fil de l'eau? Il n'y a pas de mauvaise solution, il n'y a que des inconvénients différents. Et ça, on est là aussi pour vous accompagner afin de trouver le scénario qui sera le plus adapté à votre organisation. Mais vous avez là les essentiels avantages et inconvénients. Je vais me focaliser sur le scénario de Saint-Joseph, qui était un scénario vraiment intéressant. Pourquoi? Finalement, avant le projet, un médecin, ça saisit des informations dans le DPI, ça consulte les informations dans le DPI, ça demande au service d'archives un accès au dossier papier qui lui est livré, et puis ce dossier papier, à l'issue des durées de conservation, est détruit ou à l'occasion des incendies ou des inondations dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a mis en place à Saint-Joseph? On a mis en place une solution où finalement le médecin fait exactement la même chose. Il consulte, il saisit dans le DPI. Ce DPI est connecté à un système d'archivage qui va permettre de donner l'accès aux documents qui sont dans ce système d'archivage, mais on peut permettre un accès direct aussi. Il va demander les dossiers papier au service d'archives. Celui-ci, au lieu de les lui envoyer, va les numériser, les insérer dans l'archivage, et donc pour le médecin, il ira le consulter directement dans le système d'archivage. Et toute la partie destruction peut être ainsi centralisée, automatisée avec les archives départementales et tous les moyens techniques qui sont mis à disposition pour pouvoir faire cette destruction dans de bonnes conditions. La norme liée à la copie fiable, autrement dit à la numérisation à force probante, on va retrouver finalement beaucoup de caractéristiques de la vocation probatoire sur le contrôle d'intégrité, ce genre de choses-là, et la traçabilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut surtout que ce soit un processus qui soit documenté, précisément documenté, et qui derrière donne des garanties sur la fiabilité de la copie qui a été faite. Autrement dit, du contrôle sur les matériels de numérisation, des processus de contrôle au cours de sa numérisation et la garantie de conservation, bien sûr, ou les conditions de conservation de cette copie fiable. C'est l'essentiel des informations qu'il faut en retenir. Voilà, j'ai accéléré sur la fin. Si vous avez des questions, on est à votre disposition. Emmanuel, on va peut-être avancer sur la dernière partie. Et puis après, on aura quelques échanges. Emmanuel, on ne t'entend plus. Tu as coupé ton micro. Effectivement, excusez-moi, la promesse du zéro papier, c'est comme l'ont expliqué Olivier et Yves, c'est une fois qu'on les a produits, qu'on les subit, ces documents, c'est de pouvoir les matérialiser, les numériser. L'idée du zéro papier, c'est aussi de plus en produire et donc de dématérialiser tous les documents à la source. Et pour ça, il faut avoir une approche qui est effectivement de dématérialiser les documents, mais surtout le processus dans lequel il s'inscrit. Puisque ça ne suffit plus de dire tel questionnaire ou telle vérification d'adresse sur la base d'un justificatif de domicile. L'idée est de prendre du recul par rapport à ces documents et de travailler non plus sur le document, mais sur le dossier, ce que les anglo-saxons appellent le case management, hein, la gestion de dossier, et que la gestion d'un dossier, c'est par exemple la gestion d'un dossier d'assurance, de souscription d'assurance santé, par exemple, ou un dossier de préadmission administrative d'un patient qui rentre dans un… Donc, on ne se focalise plus sur le document lui-même, mais sur l'ensemble des informations qui concourent à la réalisation d'un acte métier. Et donc, cette évolution, évidemment, Tessie la poursuit depuis des années. Elle a subi le document il y a 40 ans. Et aujourd'hui, on a
on a mis en œuvre des plateformes qui permettent de partager avec nos clients des processus métiers, l'instruction de processus métiers. Et la toute dernière génération qu'on voit fleurir de plateformes digitales, c'est effectivement des plateformes qui impliquent l'utilisateur final, c'est-à-dire l'assuré pour une assurance santé ou le patient pour un établissement. Donc toute cette évolution est intégrée finalement, doit être intégrée dans la réflexion que l'on a sur la transformation de l'entreprise et de l'établissement pour éviter effectivement d'avoir à matérialiser ou de rematérialiser des documents en tant que tels. L'exemple, je pense, qui est assez, qui va parler à beaucoup, c'est le parcours patient quand il vient faire un acte, voilà, quand il vient subir une intervention dans un hôpital. Il y a un certain nombre d'étapes qui sont, d'ailleurs, pour certaines, assez implicites à des sous-organisations. Je pense par exemple au droit du patient. Le droit du patient, on le gère à l'accueil de l'établissement, on le gère à l'admission, on le gère éventuellement à sa sortie, etc., etc. Et que la refonte d'un processus comme le parcours patient nécessite de réfléchir à rendre explicite finalement des choses qui n'étaient pas avant. Alors, par exemple, pour le parcours patient, on a la préadmission dans lequel on peut avoir des contrôles de pièces justificatives, la gestion d'une convocation, la gestion de données administratives diverses et variées. Sur le droit du patient, on a bien sûr les différents consentements qu'il faut obtenir, le consentement au partage des données et conservation, le consentement à un acte médical, voire à une étude clinique, la mise en œuvre des directives anticipées, qui est souvent extrêmement compliquée. Ça fait l'objet d'ailleurs d'un formulaire aujourd'hui qui est extrêmement difficile à remplir par le vulgus pécum qui veut la connaissance médicale, c'est quand même assez complexe. L'anonymisation d'une personne de confiance, etc. J'oublie toutes les autorisations que doivent obtenir des SSR, par exemple, pour la sortie d'un mineur. Excuse-moi, Emmanuel, on a une question récurrente sur le chat autour de la signature électronique et on est en plein dedans avec la gestion des consentements. Comment on gère une signature électronique patient et comment on gère une signature électronique professionnelle de santé éventuellement? Alors, toutes ces plateformes peuvent instancier une fonction de signature électronique. Nous, Tessie, on a 3 niveaux de signature. On a une signature simple qui aujourd'hui peut suffire, par exemple, pour la signature d'un livret d'accueil, hein, pour l'équivalent de ce qui est demandé dans certains types d'établissements. En fait, cette signature ne fait que matérialiser l'obligation que l'établissement a à transmettre le livret d'accueil. Hein. Ce n'est pas un engagement du patient à avoir compris ou avoir acquis quelque chose, c'est juste la matérialisation du fait qu'on lui a transmis un document. Et donc, cette preuve est gardée par l'établissement. Le deuxième niveau, ce sont des signatures qui commencent à être qualifiées, qui nécessitent effectivement à la fois une bonne authentification du signataire et effectivement une maîtrise de la signature électronique telle qu'elle est mise en œuvre. Là aussi, on a un niveau, on est notre propre autorité de certification, on travaille avec des certificats électroniques, ça se met en œuvre de façon assez simple en fait. Hein. Concrètement, on vous présente un questionnaire, vous remplissez le questionnaire et à la fin, on l'a tous fait en ligne hein, pour souscrire à tel ou tel service ou assurance. On a un processus de signature avec aujourd'hui un mot de passe à usage unique qui est envoyé sur son téléphone et qu'on vient compléter. Nous avons chez Tessie des technologies un petit peu plus avancées basées sur de la biométrie, de la comparaison de photos par exemple, et qui permettent de fiabiliser. Le troisième niveau de signature, ce sont des signatures qualifiées, mais qui nécessitent par exemple d'avoir une carte à puce. Et ça, effectivement, avec les patients, c'est pas envisageable aujourd'hui, hein, dans le contexte qu'on connaît. Par contre, pour les professionnels de santé, on peut utiliser tout un tas d'outils qui sont à leur disposition. Donc, à chaque fois, la signature électronique, c'est une commodité qui est intégrée complètement dans les processus et qui ne doit pas se voir. C'est un peu comme le paiement chez Amazon, ça ne doit pas se voir. Ça doit être le plus transparent possible, le moins contraignant, parce qu'effectivement, ça rebute, ça freine un petit peu
le parcours du patient. Et donc, il faut éviter d'avoir des choses trop compliquées. C'est juste un équilibre entre le risque juridique et la contrainte que l'on fixe à l'utilisateur final. Merci. Donc, un exemple un peu plus précis d'une préadmission, par exemple, en ligne, qui est d'un des sous-ensembles du parcours patient, ce qu'on met en œuvre dans notre outil qui s'appelle Digital Care, c'est un portail d'accès, c'est tout simple. Ça a l'air de rien, mais c'est assez nouveau, finalement, dans le même, quels que soient les domaines. Dans la banque en ligne, c'est pas si ancien que ça. L'assurance en ligne, c'est pas si ancien que ça. Et dans le domaine de la santé, effectivement, des portails patients, c'est assez récent et ça apporte beaucoup de services aux patients, entre autres de faire toute sa préadmission administrative et de recueillir des informations. On peut y associer de la signature à certains types de documents qu'on lui demande de faire. Ensuite, la validation est faite par des opérateurs, par exemple de l'accueil, du bureau des entrées d'un établissement, la validation du dossier. Et bien sûr, ce qui est extrêmement important et au centre de toutes les applications en ligne qui doivent être qui doivent dématérialiser, c'est l'interopérabilité avec le SI de l'établissement. Il n'y a pas aujourd'hui de bonnes solutions de e-santé qui ne soient pas interopérables avec le système. C'était vraiment la base même de Ma Santé 2022. Et notre conviction chez Tessi, c'est qu'effectivement, ça doit être au cœur de toutes nos solutions, et toutes nos solutions de e-santé qu'on a mis en œuvre utilisent par exemple un outil qui est assez connu dans le domaine de la santé, qui s'appelle Cloverleaf, qui est distribué par une filiale de Nest qui s'appelle Xperis. Voilà. Donc, toutes nos solutions, et c'est vraiment un conseil extrêmement important. Bon, toute personne qui connaît bien le monde de la santé le sait, c'est l'interopérabilité, c'est vraiment au cœur du partage de la donnée, du partage du document. Voilà. Et donc, il ne faut pas oublier que tout ça, toutes ces solutions numériques, elles doivent rester centrées sur les utilisateurs. Je pense qu'Olivier l'a bien expliqué, que le succès de son projet, c'était bien effectivement qu'on était centré sur le patient, le professionnel de santé et les établissements, et que tout ça, ça doit les aider à retrouver finalement du temps pour avoir des échanges, par exemple sur un consentement. On peut faire du consentement numérique. Il peut y avoir des plateformes qui permettent d'aider au recueil de consentement, ce qui laisse plus de temps finalement aux médecins pour expliquer tous l'avantage, le bénéfice-risque d'une opération quand il est en face à face avec son patient. Donc c'est vraiment ce retour à la valeur ajoutée pour les patients, les professionnels et les établissements que ces solutions de e-santé doivent être conçues. Voilà. Je vous remercie. Merci Emmanuel. Alors, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé pendant tout le séminaire et qui est revenu pas mal sur le chat, c'est DMP. Est-ce que le DPI ou la SAE de Saint-Joseph alimente le DMP aujourd'hui, et est-ce que les solutions que propose Tessi permettent aussi d'alimenter le DMP? Alors, je vais commencer par Saint-Joseph. Alors, malheureusement, non. Et c'est bien dommage, parce que le DMP est un exemple très concret d'un coffre-fort numérique pour le patient. Et ce qui bouclerait complètement la boucle sur toutes les acronymes. Mais non, malheureusement, aujourd'hui, Saint-Joseph n'alimente pas le DMP. Sachant que, concernant les solutions Tessi, dans l'absolu, on pourrait le faire. Maintenant, l'alimentation du DMP aujourd'hui, de mon point de vue, mais pareil, je parle sous le contrôle d'Olivier, elle est plutôt dans le rôle du DPI que dans le rôle du système d'archivage. Et aujourd'hui, les DPI du marché, théoriquement, devraient pouvoir le faire. Le font-ils? C'est une autre question. Néanmoins, notre solution d'archivage a parfaitement la possibilité d'aller verser des documents dans le DMP, qui peut être considéré quelque part comme un autre système d'archivage. Et ça, c'est complètement maîtrisé dans notre domaine. Ok, merci. Alors, moi, j'avais une question plus fondamentale. Quand on voit l'approche projet décrite par Olivier, et puis quand on voit l'approche industrielle produite par Yves et Emmanuel, on se dit, est-ce que ça a du sens que l'établissement conçoive tout seul en amont son projet, puis qu'ensuite il aille voir des industriels et il aille faire son marché, ou est-ce qu'il ne faut pas, dès le départ, une coopération autour de 3 acteurs qui me semblent indispensables, une AMOA forte pour renforcer la capacité de pilotage de l'établissement,
un industriel fort et compétent offrant une palette de solutions larges et puis derrière un établissement mobilisé. Complètement. D'ailleurs, nous avons chez Tessie une équipe de consulting qui intervient à la fois pour aider les établissements à adapter l'outil ou à adapter l'organisation à l'outil, et ça peut se faire dans un sens ou dans l'autre, mais aussi à mettre en place des chaînes de numérisation dont on parlait tout à l'heure, puisque finalement, toute la partie numérisation, et le projet d'Olivier le montre, c'est avant tout un projet méthodologique et organisationnel, plus que technique en soi. Et là, le conseil a tout son jeu. Et ça doit être effectivement un couple conseil industriel qui doit bien marcher, qui doit être cohérent et aligné pour que le projet soit, avec le client bien sûr, pour que le projet soit une réussite. Nous, ce qu'on constate dans les projets, c'est que les projets qui réussissent, qui avancent, c'est souvent compliqué la transformation numérique. Hein. Donc, là où on voit les projets qui avancent correctement, c'est quand le client est correctement assisté. Il a effectivement une assistance à maîtrise d'ouvrage solide qui effectivement, nous industriels, est un vrai interlocuteur avec lequel on cherche des solutions, parce que comme l'a expliqué Olivier, et comme on peut le voir tous, hein, si on a mené un quelconque projet de transformation numérique, c'est compliqué, il y a tout un tas de problèmes, et que si ces problèmes, on les contourne, finalement, Albidon, il restera au milieu du couloir et tout le monde continuera à l'enjamber. Donc, nous, notre préconisation, c'est qu'aussi les clients se dotent d'une assistance maîtrise d'ouvrage forte qui soit en interface avec l'industriel. C'est un gage de succès. Et pour ma part, je ne vais pas dire le contraire, puisque j'ai créé OPB Consulting pour ça. Donc, J'imagine bien. Et question bête, comment on fait pour travailler avec vous? Alors pour OPB Consulting, soit on s'adresse à Olivier, soit on passe par DSIH Conseil, je cite les deux. Si on veut travailler avec Tessie ou entamer une discussion pour travailler avec Tessie, on fait quoi? On lance un appel d'offres? Déjà, on peut nous appeler. Ça peut être un bon début. L'appel d'offres est évidemment possible. Après, nous allons là, d'ici quelques jours, être enregistrés au marché Elodie de la CIH, qui permet d'accéder à l'ensemble des solutions que nous proposons, aussi bien sur le volet produit licence que sur le volet prestations intellectuelles. D'accord. Donc ça c'est effectivement important parce qu'on voit depuis quelques années quand même se développer les opérations de sourcing et le travail avec des centrales d'achat. Oui, tout à fait. Après, j'irai même plus loin sur un projet aussi organisationnel, méthodologique et technique. L'appel d'offres ouvert, où finalement l'échange est très compliqué à mettre en œuvre, me semble être la solution la moins adaptée. Il faut vraiment de la communication, il faut du travail en amont. Pour pouvoir proposer la solution la plus adaptée et aligner, on va dire, l'organisation de l'hôpital avec la méthodologie et le fonctionnel du produit. Pour avoir vécu de l'autre côté de la barrière chez un industriel, je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, on a des solutions de commande publique qui sont pas très bien adaptées, mais justement, les centrales d'achat permettent d'avancer quand même nettement mieux sur ce thème. On a dépassé de 13 minutes l'horaire, mais je pense que c'était très dense. Je voulais vous remercier tous les trois et puis peut-être vous demander en une phrase une conclusion. Pour ma part, si je peux donner un conseil à tous les établissements hospitaliers, c'est allez-y, faites-le. Mais faites-le vraiment, mais numérisez, oui, transformez, parce que ça n'a quasiment que des avantages. C'est un peu compliqué, mais au final, ça n'a que des avantages dans l'exploitation des données, dans l'amélioration des processus, dans la qualité des soins. Ça peut faire peur, mais c'est faisable, la preuve, et je pense qu'il faut le faire. Voilà. Y compris sur le plan économique, Olivier ? Y compris sur le plan économique. Alors, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'on a fait toute une estimation du ROI avant de faire le projet, donc le retour sur investissement, pardon, mais aussi un calcul réel du retour sur investissement a posteriori, une fois que le projet a été mis en place, ce qu'on fait pas souvent. Hein. Souvent, on fait des estimations, on fait un peu des plans sur la comète, et puis une fois que le truc est en place, on oublie les engagements qu'on avait pris au départ. Je peux vous dire que pour Saint-Joseph, le retour sur investissement a été atteint au bout de 1,8 années, exactement. Parce que j'ai un message là qui me dit beaucoup d'établissements voudraient le faire, mais le coût de 3 petits points.
manifestement, le coût, c'est quelque chose qui se maîtrise par rapport aux économies réalisées. Exactement, exactement. Au bout d'une année, 8 exactement, comment dire, les investissements. Quand je parle des investissements, c'est les investissements en termes de licences, de prestations et de charges de travail internes. On a également intégré l'ensemble des heures passées par les médecins, les infirmières, les secrétaires, les archivistes sur le sujet. Donc tout ça a été rentabilisé au bout d'un an, 8, ce qui veut dire que là aujourd'hui, ce n'est que du bénéfice pour Saint-Jean depuis 2015. Merci. Yves, Emmanuel? Ouais, moi, je pense qu'effectivement, sur la partie projet transformation numérique, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, c'est un peu mon dada, c'est le droit des patients. Et je pense qu'un des grands enjeux des plateformes aujourd'hui, ça va être effectivement de pouvoir les intégrer, comme le dit la CNIL, build-in, c'est vraiment complètement intégré dans ces processus. Ça nécessite d'y réfléchir. C'est pas un sujet simple, hein, le consentement, les directives anticipées, etc. On a vu que transposer dans le monde numérique quelque chose qui est déjà pas très clair. On a vu les différentes affaires sur l'affaire Lambert, etc. Sur le droit à mourir, etc. sont des sujets compliqués, sujets qu'on rencontre pas dans le domaine du e-commerce, dans le domaine de la banque, dans le domaine de l'assurance, et qu'on rencontre dans la santé. Et que je pense que un des grands enjeux de ces plateformes numériques sera d'intégrer correctement le droit des patients, et qui est quelque chose qui monte en puissance depuis 10 ans, hein, comme tous les spécialistes le savent. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment y réfléchir, et à la source, là aussi, comme le document. Il faut y réfléchir vraiment fondamentalement et prendre du recul par rapport à ça. Je terminerai par contactez-nous. Depuis le début du séminaire, j'ai déjà reçu plusieurs mises en contact sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On se fera un plaisir de partager notre expérience et notre vision de ce type de projet avec vous. Et on se fait une joie de pouvoir démarrer de nouveaux projets avec vous rapidement. Ok, je voudrais finir en remerciant un acteur que vous n'avez pas vu, mais qui a été très très présent tout au long de ce séminaire. C'est Xavier Valin, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est la cheville ouvrière avec l'Anne Guichot de DSIH Métier. Et je voulais le remercier également parce qu'il a managé le chat et m'a fait passer pas mal de messages au cours de ce webinaire. Je vous remercie également pour vos messages d'encouragement et de satisfaction là qui arrivent sur le chat. Ça fait très plaisir. C'était le deuxième. On espère en faire d'autres avec les mêmes et avec d'autres acteurs sur d'autres thématiques. En tout cas, l'équipe de DSIH est très complète et espère vous apporter de nouveau satisfaction. Je vous souhaite une excellente journée. Je remercie nos 3 experts et je vous dis à très bientôt pour un prochain jeudi du numérique. Et Aïssa, merci aussi de ton animation. Voilà, oui. Oui. Bravo. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.